tour d'horizon, parler donc de l'actualité. Et voilà. Alors, nous allons aller rapidement. Docteur Bogassako Gervais, comment allez-vous? Alors, Bonjour, cher ami Jacques Roger. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs ou les téléspectateurs de Jacques Roger. Merci de me recevoir ce samedi euh, 27, il me semble. c'est 27, voilà, 27 septembre, c'est ça. Comment vous vous sentez, comment vous vous portez, docteur Bogassako? Ben, écoutez, la situation du pays va finir par nous donner des problèmes de tension, tellement nous avons parfois de l'insomnie à réfléchir sur tous les scénarios qui pourraient sauver notre nation. Mais hélas, Dieu nous a donné ce pays, on n'a pas autre chose à faire, on n'a pas d'autre choix. Nous sommes bien obligés de nous battre avec ce que nous avons. D'ailleurs, juste été au pays que je n'aurais pas pris les armes. Mes armes, à moi, c'est mon verbe et ma réflexion, mes propositions. Et puis, bien entendu, s'il y a des marches, des manifestations, je serai toujours présent, comme je l'ai fait pendant 10 ans d'exil, à sillonner dans toute l'Europe et les États-Unis, et en allant à La Haye, en galvanisant, parce que nous avions foi en ce combat. Nous l'avons gagné, celui-là où nos compatriotes ont été libérés de la Cour pénale internationale, mais aujourd'hui, c'est tout le pays qui est pratiquement paralysé à cause d'une situation politique ubuesque où quelqu'un veut s'imposer pour un quatrième mandat, on ne peut pas l'accepter. Je suis désolé pour qui veut le passer autrement, mais on ne peut pas l'accepter. Donc, on continue de se battre. Voilà, et vous Et avez j'ai tout dit, raison. Et voilà, et vous aviez dit, docteur Bogassako Gervais, vous aviez dit que votre arme, c'est certainement la plume et puis certainement la bouche. Mais apparemment, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, hein, c'est beaucoup plus dangereux que donc de prendre des armes. La preuve, vous êtes aujourd'hui qualifié donc d'un terroriste, d'une personne la plus recherchée, j'allais dire, actuellement en Côte d'Ivoire. oui, ça veut dire que plusieurs fois j'ai réfléchi à cette question. Je pense que finalement, les armes qu'eux-mêmes ils ont utilisées pour arriver au pouvoir ont des limites. Ont des limites, ces armes-là ont des limites. Et je pense que les vraies armes puissantes, ce sont celles de l'intelligence, de la vérité, de la justice propagée par le verbe, un verbe serein. Et quand c'est comme cela, vous avez vu que ça va traverser les siècles et ça va finir par s'imposer. Les grands auteurs que nous avons étudiés, il n'y avait pas de gens armés là-dedans. Il n'y avait pas de chefs militaires. Nous avons fait des études universitaires classiques avec des gens dont le cerveau et le verbe transcendent les siècles. Les Descartes, les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, pardon, qui ont changé le monde. Hein. Ils n'ont pas pris une seule arme. Donc, ceux qui prennent les armes, c'est limité. Et leur place, c'est la Cour pénale internationale. C'est en Bien, prison. On n'est pas loin de là, dans tous les cas. dans Et tous je les cas. pense. Alors, merci beaucoup. Notre émission donc démarre en Côte d'Ivoire 2025. Pression, mission donc internationale et répression. Quelle démocratie! Pour en parler tout à l'heure, les semaine, comme je l'ai dit, vous l'avez déjà vu, le docteur Bogassako Gervais est déjà en ligne. Je dirais à tous ceux qui nous suivent, bonsoir et bonjour et bienvenue donc à cette émission encore donc de Labo Côte d'Ivoire. À un mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la tension monte donc d'un cran. Le président Ouattara est donc confronté à des pressions, j'allais dire, multiformes, des missions donc internationales, notamment donc la deuxième mission de l'ONU, qui a donc rencontré donc tous les acteurs politiques significatifs. Le rapport donc de l'IRI, International Republican Institute, qui s'interroge sur le climat électoral. Les inquiétudes autour donc, du déploiement annoncé donc, de près de 44 000 hommes sur le territoire à partir donc, du 5 novembre, du 5 octobre, je pense, 5 octobre au 4 novembre. Les menaces judiciaires donc, répétées donc, du procureur Kone Bramand, enfin, je voulais, et tout ça, nous sommes donc à la veille donc, des élections donc, présidentielles. Donc, pour en parler, pour décrypter tout ça, il n'y a pas meilleur que donc le docteur Bogassako Gervais, enseignant, chercheur, militant donc des droits humains et président donc de la FIDOC. Ensemble, nous allons donc analyser donc ces dynamiques qui font donc craindre un basculement de la Côte d'Ivoire vers donc une démocratie donc de façade encadrée donc par la force et la peur.
Ces derniers temps, nous avons l'impression que c'est donc la peur qui est donc l'élément utilisé. Et parfois, ça marche. Alors, nous allons démarrer très rapidement. Actualité oblige. On avait voulu parler d'autres choses, mais actualité oblige. On parlera donc de pression judiciaire et de menaces politiques. Le procureur Kone Bramon multiplie donc des mises en garde et donc des menaces. Il semble donc afficher donc une défaillance inhabituelle. Voilà ce qu'il dit. À partir donc du 26 septembre 2025, les administrateurs donc de pages seront donc poursuivis pour donc des commentaires publiés donc par d'autres personnes. Voilà, cher ami, donc la trouvaille du procureur donc de la République près du tribunal donc du plateau, M. Kone Bramon. Mais il parle comme s'il était donc le procureur général de la République donc de Côte d'Ivoire ou bien le procureur général du régime. C'est le même procureur, ladies and gentlemen, qui avait donc déjà menacé tout Ivoirien qui oserait donc prononcer le mot étranger ou mossi. Alors la question que nous posons donc à Maître Bogassako-Gervais, docteur Bogassako-Gervais, hein, comment analysez-vous cette dualité au sein même, je vais dire, de l'appareil judiciaire et les propos du procureur Kone Bramon? Merci pour cette belle introduction qui plante vraiment le décor de la situation que nous traversons. Merci pour cet éloquemment fait. Cet éloquemment fait. Merci beaucoup, cher ami Jacques Rouget. Merci. Là, oui, merci. La première des choses que je voudrais, je commencerai par une boutade. J'ai des amis juristes dont l'un me disait une fois que dans leur jargon, pour les praticiens, notamment les avocats et magistrats et autres, ils disent souvent à chaque régime son procureur de la République. À chaque régime, son procureur de la République. Je me demande encore où se trouve M. Chimou, le procureur Chimou à l'époque qui était avec M. Laurent Gbagbo. Vous avez vu que quand le président Laurent Gbagbo est tombé, il a été renversé. Le procureur Chimou, je crois qu'il s'était enfui vers du côté du Ghana, sans si mes informations sont encore bonnes. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même plus s'il a pu regagner le pays, etc. Je crois que le procureur actuel, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, il joue son va-tout. Il est parti de Bouaké avec une réputation que toute la Côte d'Ivoire sait, la mort de ce vaillant vice-président du PDCI RDA, qui lui restera collé à vie. Aujourd'hui, à Abidjan, il joue son va-tout, il est partout. À Yopougon, des faits se déroulent, voilà, alors qu'il y a une juridiction à Yopougon, etc. Donc, il est partout. Et donc, aujourd'hui, il prend En fait, quand je parle dans le courrier que nous avons adressé à M. le procureur de la République, quand nous parlons de plan commun, c'est en fait tout l'arsenal qui a été mis en place par le régime Ouattara pour pouvoir atteindre son objectif. L'objectif de passer en force et de s'imposer à une élection au soir du 25 octobre 2025. Sauf que cette fois-ci, ça va être trop compliqué. Et parce que c'est compliqué, déjà, ils ont commencé à développer un certain nombre de menaces, des menaces judiciaires. Alors là-dessus, je voudrais très clairement dire ceci. Vous savez, le coup a été préparé depuis un certain temps. À Abidjan, à un moment donné, je crois qu'il y a environ 2 ans, le pouvoir d'Abidjan a fait voter, a modifié une loi, un article du Code pénal, je crois que c'était l'article 185, si ma mémoire est bonne, celui relatif au soutien que l'on pourrait apporter à un condamné par la justice relativement au fait d'atteinte à la sûreté de l'État, attentat au chef de l'État, des choses comme ça. Donc, en clair, le texte disait que si quelqu'un est condamné pour ces délits-là et que vous le soutenez et que vous lui apportez un quelconque soutien, vous-même, vous êtes passible de poursuite et même de condamnation. Et je me rappelle très bien que ça avait fait débat. En clair, le pouvoir était en train de préparer un texte pour museler les partis politiques, pour qu'il n'y ait pas de solidarité contre l'un de leurs qui serait poursuivi pour ceci ou cela. Et donc, on avait manifesté contre cette loi et malheureusement, c'est passé puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Après, ils se sont pris à la société civile. M. Ouattara a pris c'était 12 juin 2024, une ordonnance, l'ordonnance du 12 juin,
qui muselle, qui contrôle la société civile. En clair, le texte voudrait dire société civile, vous n'avez plus à vous mettre ensemble avec les partis politiques, quels qu'ils soient, de l'opposition ou du pouvoir. Voilà. Auquel cas, on peut vous poursuivre. Et après, c'est devenu une loi au mois de mars 2025. Et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, ils ont commencé à verrouiller. Sauf que, mon cher ami Jacques Roger, ce n'est pas une révélation, mais je vais rappeler aux Ivoiriens. Dans la constitution ivoirienne, là, tout ce que disent, tout ce que font les lois qu'on prend là, elles doivent être conformes à la loi fondamentale. Or, la constitution de Côte d'Ivoire, celle que M. Ouattara a promulguée le 8 novembre 2016, en bien des points, cette constitution-là intègre les droits de l'homme. Je vais répéter parce que ce que je suis en train de dire là, il faut que les juristes ou les apprenants analysent très bien cela. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, nous vivons dans le pays, nous nous soumettons aux lois. Mais toutes les lois là, elles doivent être chapeautées, elles doivent être en coordination avec la loi fondamentale, la Constitution. Donc, aucune loi. C'est pour ça qu'on a créé le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là pour voir si les lois que vous prenez, les lois que vous votez, les décisions que prennent les dirigeants sont en conformité avec la Constitution. Donc, en fait, normalement, le Conseil constitutionnel, c'est le gardien de la Constitution. Prenez toutes les lois que vous voulez, mais rien ne doit être contraire à la Constitution. Or, la Constitution de Côte d'Ivoire, là, elle a introduit les principes universels des droits de l'homme dedans. La Constitution a intégré les droits de l'homme. Prenez le préambule. Dans le préambule de la Constitution, il est écrit en substance, le peuple de Côte d'Ivoire est attaché aux droits de l'homme tels qu'ils existent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme, dans la Charte des Nations unies, etc. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les droits de l'homme tels qu'ils sont dans les instruments internationaux là, s'imposent en Côte d'Ivoire. Pourquoi je fais ce développement-là? Parce que les lois, elles ne parlent que de liberté publique. La question qu'il faut se poser maintenant en tant qu'intellectuel, si on n'est pas forcément juriste, est-ce que les libertés publiques peuvent être au-dessus des droits de l'homme? Surtout que dans le même texte fondamental, dans la même constitution, les droits de l'homme sont intégrés tels qu'ils existent dans les instruments internationaux. Voilà le grand problème que suscite le débat du procureur. Le procureur, lui, dit, la loi a dit, et puis les gens disent, la loi est due, mais c'est la loi. Mais la loi, là, ivoirienne, elle ne peut pas être au-dessus des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont reconnus dans les textes ivoiriens. Les droits de l'homme à l'international, à la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle se trouve intégrée dans la Constitution ivoirienne. Donc, vous ne pouvez pas dire que ma liberté d'expression, ma liberté de penser, ma liberté d'aller et venir est bloquée parce qu'on me dit, je dois dire ceci, je ne dois pas dire cela. La Déclaration universelle n'a pas prévu cela. Donc, dans l'instant où la Déclaration universelle n'a pas prévu cela, vous ne pouvez pas prévoir cela dans vos lois parce que la Déclaration universelle est intégrée dans la Constitution ivoirienne. En clair, cher ami, j'ai fait cette démonstration-là pour dire que, en tant que militant des droits de l'homme, le procureur ne peut pas restreindre ma liberté qui m'est octroyée, qui m'est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par les instruments internationaux qui sont intégrés dans la Constitution ivoirienne. Parce que la Constitution ivoirienne reconnaît des textes. Ils font tout cela pour... c'est pour ça qu'on parle d'arbitraire. C'est pour ça qu'on parle de violation des lois, mais c'est pour ça qu'on va parler de dictature. Parce que moi, je suis en train de faire une analyse. Mais demain matin, là, on va prendre un jeune homme, on le met en prison. Ils sont nombreux en ce moment en prison. Et ces jeunes-là, ils disent, oui, mais vous nous avez dit que c'est... Non, mais c'est la vérité qui est là. Entre la vérité et ce que fait le pouvoir Ouattara, c'est autre chose. Le pouvoir Ouattara se comporte comme dans un état de non-droit. Le pouvoir Ouattara se comporte comme dans un état de hors-la-loi. Le pouvoir Ouattara viole la preuve. Le Conseil constitutionnel vient de bafouer, vient de violer des droits des citoyens à figurer sur une liste électorale, à candidater. Alors que nous avons ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 25, fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de permettre à tous les citoyens de candidater à une élection et d'être électeurs.
Malheureusement, vous prenez monsieur comme M. Tidiane Thiam, à l'heure où nous parlons, il remplit toutes les conditions. La Côte d'Ivoire refuse de faire la révision de la liste électorale à cause de lui. Vous prenez monsieur comme le président Laurent Gbagbo, il remplit toutes les conditions, il revient de la CPI blanchi. On lui fabrique un procès bidon pour pouvoir l'écarter. Et le Conseil constitutionnel n'a pas analysé ces questions-là. C'est pour cela que ma conclusion, nous ne pouvons pas rester bouche bée, bras croisés, devant une situation où on nous confisque nos droits. Le droit de choisir qui doit diriger la Côte d'Ivoire de demain. Le droit, c'est un droit fondamental. Au nom de quoi vous nous privez de notre liberté de choisir notre dirigeant. Et puis vous imposez une quatrième fois, et puis nous, on va se taire, on ne l'acceptera jamais. Et je crois que la communauté internationale qui a visité le pays en a fait mention, mais on va y arriver, si vous le voulez bien. Donc, je voudrais vraiment dire à mes compatriotes, à tous ces jeunes cyberactivistes, nous avons des droits qui nous sont garantis par les instruments internationaux dans le monde entier. Ce n'est pas un procureur de nous dire, il faut dire cela, il ne faut pas dire Mossi. Nous dirons Mossi. Les Mossi, c'est une ethnie qui existe. Elle est non seulement au Burkina, mais elle est même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des Mossi, il y a des Dagari. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi on pourrait poursuivre quelqu'un et le mettre en prison. C'est de la dictature, ni plus, ni moins. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bouga Sako Gervais. Alors, on parle de l'application donc de la loi. Certains vous diront que c'est une application sélective, que généralement, toutes les lois dont on parle aujourd'hui, ces lois seront appliquées contre l'opposition, mais jamais contre ceux qui sont au pouvoir. La preuve. Mais c'est la plus grande aberration. Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, celui qui a dit qu'il va nous couper les tendons, celui qui a dit qu'il a coupé des tendons, celui qui a dit qu'on a fait ceci, celui qui a dit le président Gbagbo, il parle parce qu'on ne l'a pas tué, parce qu'on n'a pas fait ceci, parce qu'on n'a pas fait cela. Tout cela, qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce qu'on les poursuit? Mais quand il s'agit d'aller poursuivre M. Johnny Pacheco, le jeune Johnny Pacheco de l'autre côté là-bas, ils sont les premiers, ils ont les moyens cette fois-ci-là de le faire. Non, c'est cette sélection-là, dans l'application de la loi, qui fait que ce régime est disqualifié. Tout ce qui leur reste, c'est de respecter le droit des Ivoiriens à choisir librement leur président. Le Conseil a donné sa liste, mais ça, c'est sa liste à lui. Ça ne nous intéresse pas du tout, parce que cette élection-là, nous allons continuer de nous battre au plan national comme au plan international. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogasako, pour continuer dans le même ton d'idée. C'est un cadre donc, du RHDP déjà profère donc, des menaces publiques contre l'opposition. Vous avez vu même ce que M. Gwali Dodo a dit, parlant des Katina. Voilà ce qu'il a dit. Si Katina est garçon, qui donne donc le mot d'ordre. Vous voyez, est-ce selon vous une stratégie assumée du pouvoir ou des dérapages individuels révélateurs, j'allais dire, d'une crispation générale? Ils sont aux abois. Le pouvoir d'Abidjan est aux abois. Ils ont peur et ils attendent. Qui va donner le mot d'ordre? Mais personne ne donnera le mot d'ordre. Les Ivoiriens connaissent le mot d'ordre. Les Ivoiriens savent. Et je voudrais, vous me donner l'occasion de dire, de saluer l'esprit de nos leaders, nos responsables de l'opposition notamment, qui ont, depuis que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, ils n'ont pas bronché. Ils ont eu des réactions plutôt responsables. Voilà, ils ont commencé des négociations, des consultations, ils écoutent leur base et puis ils se comportent comme de vrais opposants. J'ai vu une vidéo où il y a un membre du pouvoir qui disait « Ça fait 15 ans, la Côte d'Ivoire est en paix. Bravo, bravo. Cela fait 15 ans que la Côte d'Ivoire est en paix. Bravo. Qui est au pouvoir? C'est Ouattara. Donc, qui devait détruire la paix? Qui devait nuire à la paix? C'était l'opposition. Non, la Côte d'Ivoire est en paix depuis 15 ans parce qu'il y a des Ivoiriens responsables dans l'opposition. Je veux répéter pour que ce soit clair. La Côte d'Ivoire est en paix depuis 15 ans parce qu'il y a des Ivoiriens très, très responsables qui sont dans l'opposition, qui ne veulent pas détruire leur propre pays. Et j'ai dit. Docteur Bogasako Gervais, alors on va parler donc des missions internationales. Docteur Boga, comment interprétez-vous la deuxième mission donc, de l'ONU et ses rencontres avec donc, les acteurs politiques ivoiriens? Oui, d'abord, le fait, merci pour la question s'agissant de la seconde mission des Nations Unies. Mais ça montre clairement que la Côte d'Ivoire est en crise préélectorale. C'est clair. Chers amis, regardez dans tous les pays du monde où il y a des élections, l'ONU ne se déplace pas autant de fois comme cela. Même si dans
dans les courriers diplomatiques, on ne dit pas crise préélectorale, mais c'est une véritable crise préélectorale que nous traversons. Nous sommes en crise préélectorale. Et l'ONU est inquiète. L'ONU est inquiète. Surtout quand la liste a été donnée depuis le 8 septembre. L'inquiétude a atteint son paroxysme. Et à tout moment, je t'assure, cher ami Jacques Roger, que toutes les officines internationales sont aux aguets. On ne sait pas quel jour cela peut exploser. Et donc, l'ONU est venue pour sonder le terrain, pour voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que tous les acteurs ont parlé, ils ont reçu la mission. En l'état actuel, il y a deux choses. Si tu veux, il y a carrément trois camps. Il y a le camp du pouvoir, Ouattara, qui lui est tranquille et serein. Quand on lui dit non, il n'y a rien, tout va bien. Les institutions fonctionnent, nous allons allègrement vers l'élection, on attend que le 25 octobre. Globalement, je caricature un peu pour que nous gagnions du temps. Mais c'est dans l'opposition qu'il y a problème. Dans l'opposition, il y a deux camps. Il y a le camp qui estime que l'élection est pipée d'avance, ne serait-ce qu'à travers la liste électorale qui a été rendue publique par le Conseil constitutionnel. L'élection est pipée d'avance, ne serait-ce qu'à travers la liste électorale qui n'est pas du tout crédible. Sur cette base-là, le pouvoir Ouattara a déjà gagné. C'est pour ça que les gens parlent du premier tour. Ils savent sur quoi ils comptent quand ils parlent du premier tour. Dans cette opposition-là, le même camp pense que quel que soit un seul candidat de l'opposition, il perdra cette élection tant que la liste électorale n'est pas retouchée, tant que la CEI est en l'état. Et ce discours-là était tenu par toute l'opposition. Voici que depuis que la liste a été donnée, il y a un autre discours qui est en train de naître au sein de l'opposition. Donc, c'est la deuxième partie de l'opposition qui estime que c'est possible. Oui, peut-être que c'est possible. Oui, peut-être que si on y va, peut-être que peut-être. Mais on ne joue pas avec des peut-être à une élection présidentielle. Il n'y a pas de peut-être. Et c'est pour cela que je lis des méchancetés sur les réseaux. Oui, on a donné tel nombre de milliards à un tel et tout ça. Je suis désolé, je le déplore. Mais c'est parce que il n'y a plus de cohérence. J'étais à Abidjan, j'ai travaillé avec tout le monde. Et nous nous disions que même si l'opposition s'unit derrière un seul candidat, tant que la liste électorale est en l'état, M. Ouattara s'est déjà taillé la part belle pour gagner à l'élection, dès le premier tour même. On avait dit cela. Ce discours-là a disparu. Ah non, mais peut-être que si on va tous voter, donc... non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de supputation. Une élection, on va serein parce que les conditions sont propres. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Et donc, voilà. Quand l'ONU a fini d'entendre tout ça, cher ami, de votre point de vue, de ton point de vue, quand voulez-vous que l'ONU décide? Parce que nous estimons en tant que société civile que s'il y a le doute, s'il y a une petite crainte de violence, heureusement, on va parler de l'IRI tout à l'heure, de l'International Republican Institute, qui ont été très clairs. Il y a des craintes de violence. Pour nous, s'il y a une seule crainte de violence, mettez un stop. Réunissez les acteurs. Ne prenez pas le risque de voir d'abord si ces violences-là vont exister ou pas, avant de pouvoir trancher. Donc, quand j'ai fini de définir le tableau, la communauté internationale est embêtée. Si l'opposition parlait d'une même et seule voix, en considérant que le constat est clair, l'opposition veut aller à cette élection, mais l'opposition n'a pas toutes les garanties que l'élection sera transparente. Ça a été notre discours depuis le début, depuis 2 ans. Si l'opposition restait cantonnée sur cette posture-là, surtout avec la voix des candidats retenus, vous allez voir que l'ONU allait certainement déposer le dossier devant le Conseil de sécurité et puis demander le blocage du processus, la révision de tous les candidats, toutes les candidatures, et puis pour qu'on se mette d'accord autour de pourparlers pour aller à l'élection. Mais dès l'instant où des figures importantes de l'opposition commencent à vaciller, parce que le 8 septembre 2025 a joué un sale tour dans cette opposition-là, ce n'est pas la communauté internationale. Et moi, la plupart des diplomates avec qui j'échange comme ça, quand j'ai une occasion, ça arrive quelques rares fois,
Il vous dit, mais si vous-même, dans le pays, vous ne bougez pas, ce n'est pas la communauté internationale qui va venir détruire votre pays. Nous, on va à Abidjan, les institutions fonctionnent, le pays fonctionne, les gens vont au travail. Donc, pourquoi voudriez-vous que ce soit la communauté internationale qui vienne bloquer un processus électoral qui est en train de se dérouler plus ou moins qu'à un quart normalement? Justement, Donc, c'est ce voilà que un peu. un auditeur, M. Bamba Youssouf, il dit, ouais, il dit, mais vous parlez, il dit, tout va, tout est calme au pays, hein, et il n'y a rien, voilà, il n'y a rien au pays. Voilà. Donc, la communauté internationale, elle regarde beaucoup ce volet-là. C'est pour cela que, cher ami, la solution à cela, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Quand la communauté internationale vient et qu'elle observe que, ah non, sur le terrain, on sent que à tout moment, la situation peut basculer parce que le rapport de force est en faveur de l'opposition en ce moment-là. Vous voyez que les gens prennent peur. Mais c'est l'opposition. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est le parti au pouvoir lui-même qui renforce ses forces militaires sur les réseaux sociaux, par la justice, un procureur, etc. Tout ça en espérant que le 25 octobre va arriver et puis ils vont danser, comme les ministres qui avaient sauté quand on a dit que le quatrième mandat était validé. Ils pensent qu'on va se taire et puis ils vont encore danser. Vous ne danserez pas, mesdames et messieurs. Je puis vous le garantir. Il est C'est ça. dit, ce quatrième mandat-là, vous allez souffrir. Ah non, Merci, vous allez souffrir. merci. Et je dis. Voilà, alors pour aborder dans le même sens que vous, un auditeur, M. Tawa Kwame, il dit, voilà, c'est une boutade, hein. Il dit, à Abidjan, on dit que même si le Seigneur Jésus-Christ est candidat et que Mahomet est son directeur donc, de campagne, face à cette liste électorale, M. Ouattara sortira vainqueur. Oui, je me rappelle que c'est le docteur Shérif Ousmane, Osman Ouais. qui avait sorti cette boutade Ah ouais, au cours d'une réunion. Je me rappelle très bien, j'ai vu ça un peu sur les réseaux, puis j'ai bien ri parce qu'il n'avait pas vraiment tort. Il n'avait pas vraiment tort, c'est-à-dire que tout est verrouillé. Ah, mais tu te rappelles à l'époque quand Ahmed Bakayoko disait tout est bouclé, tout est géré, tout est scellé. Voilà, il suffit que le Conseil constitutionnel valide, on met des candidats devant nous, on leur donne même si vous voulez tous les moyens qu'ils vont nous demander et puis on va les écraser et la Côte d'Ivoire continue. C'est dommage et c'est dommage, mais nous on ne l'acceptera pas cette fois-ci. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Et on parle surtout des missions internationales en Côte d'Ivoire. Après avoir parlé de l'ONU, il y a aussi une mission aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, c'est donc la mission de l'IRI, qui est donc C'est ça. National Republican Institute. Ceux qui ne savent pas, c'est donc le Parti républicain. C'est ceux-là qui défendent les idéaux du Parti républicain. Donc, dès lors, c'est comme si c'était Donald Trump qui amenait donc des experts au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans son Et rapport, c'est. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. voilà, souligne donc des tensions et des inquiétudes donc, sur la transparence du processus électoral, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Docteur Boga, pouvez-vous, hein, pensez-vous que donc, ces alertes seront donc entendues donc, par le régime de M. Ouattara, tout en sachant qu'ici, ils font des concessions, ils ne gagneront pas des élections? Non, c'est pas au régime Ouattara d'être impressionné par cela. C'est à la communauté internationale de tenir compte de ce rapport-là, et notamment à l'administration américaine. Vous savez que le président Donald Trump, il est très indépendant et tout le monde le connaît pour ça. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir prévu quelque chose, mais à l'instant T, il donne une décision et ce qu'il a dit se traduit en acte dans les minutes qui suivent. Voilà, donc c'est ça un président. On le prend tel qu'il est. De toute façon, les Américains l'ont élu à toutes les majorités, majorité populaire, majorité sénatrice, majorité parlementaire. Il a tout raflé. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très légitime. Il n'est pas forcément aimé par les démocrates, un certain nombre de courants, nous qui sommes très ouverts, démocrates dans l'âme, mais son pays l'a choisi. Il est le président des États-Unis. Et le groupe qui est parti, IRI, c'est un groupe qui est rattaché, un peu comme le NDI, National Democratic Institute, est rattaché au Parti démocrate. Ici, c'est le IRI, International Republican Institute. Quand ils sont allés à Abidjan, ils ont fait les constatations préliminaires. J'ai lu leur rapport. Dans les constatations préliminaires, ils ont noté 5 choses que je m'avais rappelées. Un, disqualification de principaux candidats, c'est-à-dire IRI. C'est-à-dire que le pouvoir Donald Trump américain reconnaît qu'il y a eu des grands leaders qui ont été disqualifiés de l'élection. Deuxièmement, privation de droit de vote chez les nouveaux électeurs. C'est la RLE 2025 qui n'a pas eu lieu. Ils l'ont constaté également. Troisièmement, le manque de transparence dans le processus de parrainage. C'est-à-dire que dans le parrainage, là, on n'a pas le moyen de vérifier ce que le Conseil constitutionnel dit. Et il l'a noté. Quatrièmement, harcèlement et intimidation de partisans de partis d'opposition. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le climat
délétère là, est noté. On ne fait que poursuivre les gens, les encabouler. D'ailleurs, même, j'aurais pu dire à monsieur le procureur que les encagoulés, là, ça n'existe nulle part dans la disposition des droits de l'homme. Voilà, c'est la pire violation des droits de l'homme, la question des encagoulés. Ils l'ont noté également dans leur rapport. Et puis, cinquièmement, absence d'un calendrier électoral, ce qui obscurcit le planning des activités. Chers amis, lisez tous les rapports que nous avons produits, la FIDOP et la PEXI. Vous rappelez-vous, avant que je ne vienne en exil, tous ces éléments-là, nous les avons relevés. Donc, IRI n'a fait que constater ce que nous disions sur le terrain. Parce que c'est ce qui m'a valu de me retrouver ici. Quand on a fait tout ce constat, on a estimé que l'élection a été biaisée. Le quatrième mandat n'est pas à valider. Et ensuite, les conditions ne sont pas réunies pour permettre une élection démocratique. C'est ce que IRI a relevé. Et puis, après avoir fait ses analyses, IRI fait des recommandations. Et c'est au niveau des recommandations que je voudrais bien expliquer pour que ce soit clair dans nos esprits. Dans les recommandations, normalement, quand vous avez fait le constat, quand vous avez fait l'analyse du constat, à travers la confrontation des éléments sur le terrain pour voir leur véracité ou leur limite ou leur fausseté, après, vous faites des recommandations. Dans les recommandations, ils font des recommandations avant l'élection, ils font des recommandations après l'élection. Et à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il y a un petit problème. Si vous faites des recommandations avant l'élection, si vous faites des recommandations après l'élection, ça veut dire que pour vous, il y a élection. Oui, mais à quelle date? Est-ce que la date du 25 octobre sera retenue? Et qu'est-ce qu'on fait de l'exclusion, de la disqualification des personnalités qui ont été exclues de la liste? À mon avis, les institutions internationales, les instances internationales ne se prononcent pas sur les lois du pays. Parce que se prononcer sur la loi du pays, c'est faire une émission dans les affaires intérieures d'un pays, c'est faire même une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. Si tant est que les lois sont vraiment votées par le peuple dans un parlement. Donc, ils n'ont pas jugé de la constitutionnalité ou non des décisions. Ils n'ont pas jugé de l'exclusion de ces personnes-là, tel que l'a fait le Conseil constitutionnel. Ils ont juste fait des recommandations. Et c'est à ce niveau-là que c'est un peu léger, de mon point de vue. Mais ce qui est important, c'est qu'ils disent craindre des violences. Ils disent craindre des violences. Alors là, c'est à ce moment-là qu'en tant que militant des droits de l'homme, j'interviens pour dire, mais si vous craignez des violences, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les violences? Parce que moi aussi, je crains pour les violences. Et en tant que militant des droits de l'homme, tout ce qui peut être fait pour qu'une seule personne ne périsse pas, du sang ne soit versé, il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense que c'est en ce moment-là que des actions doivent être prévues. Et je crois que l'opposition ivoirienne, celle qui est debout, est en train de le préparer. Merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Cela va nous permettre donc de parler du dernier segment, pas donc des enjeux et puis donc des droits de l'homme. Mais juste avant donc de parler des enjeux des droits de l'homme, le PPACI a demandé donc à la communauté internationale de se prononcer sur le 4e mandat donc de M. Ouattara. Est-ce que ce n'est pas encore inviter des acteurs extérieurs à participer au processus électoral ivoirien? On sait que le PPACI, hier, FPI dans l'opposition, a trouvé cela quand la communauté internationale se prononçait, parlait d'ingérence. Donc la Oui, question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? je pense qu'en substance, j'y ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que les questions de constitutionnalité ou pas, les questions qui regardent le droit ivoirien, la communauté internationale se garde de se prononcer là-dessus, puisque c'est faire une insulte au peuple ivoirien. Et le problème que nous avons avec le 4e mandat, c'est que le peuple ivoirien a été floué. Il a été floué parce que lors de l'adoption de cette constitution, et on lui avait dit que M. Ouattara ne ferait jamais un autre mandat. Le peuple ivoirien a été floué parce que, après le décès de Bon Coulibaly, M. Ouattara a demandé en quelque sorte pardon pour faire le 3e. Maintenant, il lui impose un 4e. Le peuple ivoirien est floué. Donc, c'est au peuple ivoirien de prendre ses responsabilités. Et la communauté internationale ne peut prendre acte. Et du coup, on nous amène dans un faux débat de deux lectures de Nouvelle République, pas Nouvelle République. Le peuple de Côte d'Ivoire, il est souverain. S'il estime qu'il a été floué, il prend ses responsabilités. Et il est prêt à les prendre. D'accord. Et je dis. Merci, Dr. Bogasako. Alors,
Déploiement donc sécuritaire, on parle de près donc de 44 000 personnes mobilisées dans le cas donc pour encadrer, j'allais dire, le scrutin à partir donc de la semaine prochaine, je pense le 5 octobre au 2 Oui, novembre. oui, 5 octobre. Ce dispositif vise-t-il réellement à sécuriser donc les électeurs ou à intimider l'opposition et la société civile? Ah non, c'est surtout pour intimider. Parce ils savent très bien qu'il y a des actions qui sont en préparation. Ils savent très bien. Ils savent très bien que, voilà, pendant qu'eux, ils seront en campagne électorale, mais nous serons en campagne comment dirais-je, de refus de l'élection. C'est ça, en fait. Parce que si vous êtes en campagne pour battre campagne, pour vous faire élire, nous battons campagne pour que vous n'alliez pas voter. Parce que nous considérons que cette élection est pipée. Voilà, donc, je pense que le pouvoir, c'est, on l'a dit depuis lors, ils sont tremblants, ils sont fébriles, ils sont voilà, dans tous les états, mais ça ne passera pas. Et moi, je dis, en une date, le 8 septembre, vous avez donné la liste des électeurs. Mais jusqu'à ce qu'on aille au 25 octobre, il y a encore beaucoup de jours. Il y a le 25 octobre, il y a après, etc. Les 5 ans, on ne permettra pas à M. Ouattara de respirer pendant les 5 ans. Donc, il faut qu'il se prépare. Et je pense qu'on n'aura jamais un soldat pour un citoyen. Nous sommes aujourd'hui près de 25 à 27 millions. Et ceux qui sont debout contre ce régime-là, je parie que c'est plus de la moitié. Encore que ce régime n'est soutenu que par 2 millions de votants, à la vérité. Est-ce que ce n'est pas donc, on peut dire, est-ce que ce n'est pas un risque, cette militarisation donc, de Mais c'est l'espace? grave. Mais c'est grave. On, Cela on, oui, rapidement, est-ce que cela ne peut pas donner des idées à quelqu'un? Pourquoi pas parler d'un coup d'État au cas où les choses tournent mal? mais écoutez, c'est le risque. C'est le risque que prend le pouvoir lui-même, comme il est habitué à manipuler les armes. Moi, je ne sais pas ce que les armes viennent faire en démocratie. Ah oui, oui, parce que en démocratie, les armes n'ont pas leur place. Les armes n'ont pas leur place. Quand on fait un coup d'État, quand on fait une rébellion, on est habitué aux armes. Voilà. Quand le Conseil constitutionnel en 2010 donne son verdict et que malgré la décision du Conseil constitutionnel, on prend les armes pour arriver au pouvoir, c'est trop facile. Et donc, moi, écoutez, à la limite, je te dirais, mon cher Jacques Roger, laissons à ceux qui en savent un peu plus sur les armes-là, les utiliser. Et un matin, quand ça va, elles vont se retourner contre lui. Ils ne diront pas que c'est Dr Boga et M. Jacques Roger qui ont fomenté. Nous, on n'a pas les armes. En quoi est-ce que nous, on peut faire un coup d'État? Nous qui n'avons pas les armes, en quoi on peut être terroriste? Ils vont gérer ça entre eux là-bas. Parce que de toute Merci beaucoup. façon, qui Merci. règne par les armes finit toujours par les armes. Donc ça, c'est entre eux. Voilà, nous sommes pris par le temps avant de vous laisser partir, Dr Bogasako. Donc, les marches de l'opposition prévues pour le 4 octobre seront-elles un véritable test de la liberté d'expression et de la manifestation en Côte d'Ivoire, selon vous? Le test a déjà eu lieu. Le test a déjà eu lieu. Il s'est déjà déroulé, je crois que c'était le 8 août dernier. Voilà, l'opposition est pratiquement prête. Et les gens n'attendaient que ça. Depuis lors, les gens n'attendaient que cela pour pouvoir s'exprimer, exprimer leur mécontentement. Voilà. Et faire une marche pour réclamer la paix, pour réclamer la justice. Le président Laurent Gbagbo, dans son adresse dernière au président Ouattara, à travers Maître Abiba Touré, a dit clairement qu'il n'est pas encore trop tard. Donc, cette manifestation populaire, c'est toujours pour dire asseyons-nous et parlons-nous. Asseyons-nous et parlons-nous. Parce que dans tous les cas, ce quatrième mandat il sera difficile à accepter, surtout en l'état actuel des choses. Donc, c'est au pouvoir de voir s'il pense qu'il peut encore accepter de s'asseoir et de parler. Maintenant, s'il pense qu'il est assez fort, il a suffisamment de militaires, il a suffisamment de policiers, il a suffisamment de gendarmes pour mater toute la Côte d'Ivoire, ben on verra bien. C'est ce que je pense. Et je salue cette annonce, je salue cette manifestation du 4 octobre prochain. Je pense que tous les Ivoiriens vont être à cette marche et nous attendons. Alors, on parle de dernière chance. Selon vous, comment on va mesurer un peu le succès de cette marche, étant donné qu'on a déjà vu la mobilisation dont vous avez parlé aujourd'hui? Comment on pourra certainement, j'allais dire, vérifier le succès de cette marche? D'abord par la masse, c'est-à-dire avoir le minimum de ce qu'on avait eu la fois dernière. Si moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai retenu l'estimation d'1 million,
Ça veut dire que la prochaine, ça va être 1 million et demi, voire 2 millions, pour que les gens comprennent. Et à un moment donné, souvent quand les gens se retrouvent dans les manifestations, on l'a fait hein, quand on était plus jeune, à l'université, etc. Parfois, on se sent plus en sécurité quand on est en masse. On n'a même plus envie de retrouver parce qu'à la maison, on est torturé, on est traumatisé par cette situation qui ne nous laisse même pas vivre, qui ne nous laisse pas respirer, avec un dictateur qui verrouille tout, tu vas sur ton réseau social, tu es menacé, on dit non, il ne faut pas commenter, tu n'as rien à faire, faut pas... On est bâillonné dans ce pays et je pense que les seules occasions qui nous restent, c'est celle d'aller à des marches comme celle-là. En tant que défenseur des droits de l'homme, la toute dernière question, quel message adressez-vous à la communauté donc, internationale face au climat actuel en Côte d'Ivoire? La communauté internationale sera saisie exactement, elle a été déjà faite. Vous avez vu à New York, nos compatriotes ont fait un camion qui a circulé dans toutes les communes de New York pour interpeller la communauté internationale, puisque c'est là-bas que se déroulaient l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a été une très, très, très belle stratégie de ce camion qui montrait les déguerpissements, les casses des maisons, Diokwe, etc. Et donc, nous continuons ce samedi, ce dimanche, donc ce dimanche 28, nous sommes à Washington, D.C., en plein cœur de la capitale américaine, pour demander à la communauté internationale, au-delà de la mission des Nations Unies, au-delà de la mission de IRI, il est question maintenant que le Conseil de sécurité prenne une décision salvatrice, une décision de précaution, une décision de prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que ce qui arrive, dans tous les cas, la communauté internationale aura sa part de responsabilité parce que c'est elle qui a imposé M. Ouattara à la Côte d'Ivoire. Et j'ai Merci. dit. Merci beaucoup, docteur Bogasako. C'est déjà une très bonne idée d'ailleurs. Merci beaucoup, hein. Merci pour votre éclairage. Ce que nous retenons ce soir, c'est donc après donc, l'approche du scrutin 2025, la Côte d'Ivoire est, disons, placée sous haute tension entre le regard insistant de la communauté internationale, les mises en garde donc, de l'IRI, la militarisation donc, du pays et la judiciarisation donc, de la vie politique. La question reste entière. Assistons-nous donc à une libre élection ou à une démonstration donc, de force destinée à verrouiller donc, le pouvoir? Chers auditeurs, merci beaucoup et puis rendez-vous pour une autre mission une autre fois. Mais ceux qui sont en ligne, ne partez pas, nous allons rester peut-être quelques minutes avec vous. Docteur Boga, merci beaucoup et surtout bon week-end. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, cher ami, et à ceux qui nous suivent. Au revoir, docteur Boga. Vous pouvez certainement, voilà, merci. Nous allons rapidement aller prendre quelques réactions donc, de quelques auditeurs, hein. Ceux qui sont déjà en ligne, si vous voulez certainement réagir, vous pouvez donc réagir. Vous avez donc des questions pour Jacques Roger, vous pouvez donc poser vos questions. Nous allons tenter donc de répondre donc rapidement et ensuite avoir quelques débats. Bon, les gens nous disent le plus souvent qu'après les émissions, ils n'ont pas la possibilité donc d'intervenir. Docteur Boga, nous avons accepté donc de l'avoir au moins maximum 30 minutes chaque samedi. C'est déjà beaucoup. Et disons après, je peux certainement engager un peu donc le débat avec vous pour voir réellement ma vision des choses. Alors, la question donc m'a été posée, ladies and gentlemen, quel est réellement de quoi nous avons discuté avec le président Thiam? Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me pose donc cette question, les gentlemen. Donc, pour une fois, puisque vous êtes très nombreux en ligne, je préfère donc répondre à la question. D'abord, je ne peux pas réellement, cher ami, vous expliquer réellement de quoi nous avons parlé, c'est clair. Mais ce qu'il faut retenir pour tous ceux qui nous suivent, M. Thiam est un monsieur déterminé. Il est déterminé. Il est tellement frustré donc de voir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans la situation dans laquelle ils vivent en ce moment. Il veut changer les choses, comprenez. Et une des confidences m'avait dit que s'il pense que réellement il y avait un Ivoirien qui était capable donc de faire partie, M. Ouattara, ou bien d'apporter un meilleur aide à la population ivoirienne, il ne se serait jamais présenté. Où il était très à l'aise, vous comprenez, très à l'aise, très sollicité dans le monde entier. Partout où il passait, il était donc la superstar. Il n'avait rien à envier à un président. Mais face à la situation de statu quo, il s'est senti obligé de venir aider donc les Ivoiriens. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent cela. C'est un sacrifice qu'il fait.
Il n'est pas venu pour être président parce qu'il a envie d'être président réellement. Quand je dis envie d'être président, c'est-à-dire qu'il est omnibulé par ce titre de président, pour le titre d'être président. Non. Il pense qu'il faut un nouveau paradigme. Certes, il y a quelques avancées dans le pays. Don't give me wrong. Mais à l'allure où nous allons, cher ami, on a vu au niveau donc du Ghana et du Sénégal, où à un moment donné, ils ont failli certainement se casser sur le plan économique avec tellement de dettes et tout ça qu'il faut les payer, machin, tout ça. Et M. Thiam veut aider les Ivoiriens, il veut nous aider et un nouveau paradigme. Et c'est ce que je dis dans cette élection. Je prie certainement, donc pas le risque, mais disons avec cœur joie, d'apporter mon soutien à Tidiane Thiam, parce que je veux un nouveau paradigme. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, avec les politiciens ivoiriens que nous voyons, pour moi, ça ne m'a pas apporté quelque chose de nouveau. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Jacques. C'est toujours des deals. Comment Gbagbo qui fait alliance avec Ouattara. D'abord, Ouattara au PDCI-EDA. Ils font alliance, ils s'entendent avec le PDCI-EDA pour aller contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en 2002, est emprisonné. Laurent Gbagbo sort de prison avec tout ce qu'on connaît. Laurent Gbagbo s'allie avec Ouattara pour aller contre Bédié. Bédié s'allie avec Ouattara pour aller contre Gbagbo. Gbagbo s'allie maintenant avec Bédié pour aller contre Ouattara. En fait, cher ami, c'est un éternel recommencement. On prend toujours les mêmes acteurs. Et ça nous ramène dans la situation dans laquelle nous sommes chaque année, ou bien chaque 5 ans, il y a un blocage. Nous avons tous peur. Quand on parle d'élection dans les pays développés aux États-Unis, c'est la joie. Les gens vont exprimer non seulement leur joie, mais leur frustration, mais dans les urnes. C'est ce que vous dit, si vous n'avez pas fait le travail qu'on vous a confié dans 4 ans, vous serez obligé donc de rendre compte au peuple. Eh bien, c'est ça la démocratie. On ne vient pas en démocratie pour dire, ah oui, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pendant 50 ans, nous sommes là pendant 50 ans. Et on crée les conditions pour aller dans les 50 ans en mentant, en falsifiant et en trichant. Ce n'est pas ça la démocratie, les gentlemen. Accepter cela, cher ami, c'est de tuer la Côte d'Ivoire, c'est accepter la forfaiture. Ce n'est pas une question d'aimer Ouattara ou de ne pas aimer Ouattara. C'est une question, on veut un pays normal, où on vote M. Henry Holding avec un projet. M. Henry Holding a 5 ans pour nous réellement transformer son projet en une réalité. Et on juge M. Henry après 5 ans. Est-ce qu'il a fait un bon boulot? Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Si le peuple n'est pas content, c'est pourquoi on parle de démocratie. Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Si nous ne sommes pas d'accord, nous avons ce droit de dire à Henry, hey, it's time to go. Et Henry s'en va, et Henry n'a pas besoin de prendre des armes ou tricher, mentir pour rester donc au pouvoir. La population a dit, hey, après 5 ans, vous n'avez pas fait le travail. Aussi, la population pense que Henry a fait un travail, mais il avait encore besoin de temps. La population donnera encore 5 autres années à Henry pour finir ce qu'il a commencé. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas mentir, manipuler, mettre 44 000 personnes dans la rue pour intimider les Ivoiriens, pour amener un procureur, pour intimider les libertés, vous comprenez. Ce n'est pas cela de la démocratie. Et les gentlemen, nous ne devons pas accepter cela. Ce n'est pas une question de détester Pierre ou Paul, mais c'est une question de détester le mensonge. Ou bien la démocratie qu'on veut nous imposer. Nous ne sommes pas d'accord, c'est tout. Ça nous rendons le débat très simple. C'est quand le débat est compliqué que certaines personnes ne comprennent pas. Nous sommes en démocratie et après 10 ans, M. Ouattara doit partir. C'est tout. C'est ça la Constitution. On n'avait pas besoin de tripatouiller donc la Constitution pour rester là encore pour un mandat Guasso. La Constitution n'a jamais dit que quand vos candidats meurent, même si vous êtes en fin d'émission, vous devez revenir pour un 3e mandat. Les Ivoiriens ont accepté parce qu'il y a eu quand même quelques mois. Il s'est dit, bon, de toute façon, il a dit que c'est aussi, bon, laissons au moins les 5 années, puis on va aux élections pour éviter la paix. Mais le monsieur ne veut pas partir vers un 4e. Croyez-moi, si vous donnez un 4e, il changera la Constitution pour aller à un 5e comme Blaise Compaoré. Vous comprenez? Il le fera. Même s'il ne le fait pas, celui qui va mettre là fera encore. Parce qu'en réalité, c'est l'objectif. Ne pas aller aux élections.
M. Ouattara sait qu'en réalité, il va à une élection libre et transparente, il y a de fortes chances qu'il perde ces élections. Je vous l'ai dit, les gentlemen, M. Ouattara a testé les Ivoiriens en 2010. Avant 2010, M. Ouattara pensait, dur comme fait, il disait qu'une élection, s'il n'a rien eu, c'est 60% de la population. Pour lui, tout le monde était pour lui. Mais il a été surpris, quand il a eu la législation en 2010, de voir que réellement l'électorat se trouvait entre 25 et 32%. Je dis 25% parce que M. Henri Konan Bédié dit qu'on voulait au moins 60 000 voix, 600 000 voix plutôt. Si réellement c'est une vérité, donc c'est-à-dire que M. Ouattara ne devait pas aller au deuxième tour. Celui qui devait aller au deuxième tour, c'était Laurent Gbagbo et puis Henri Konan Bédié. Mais on a volé les 60 000. Qui a volé les 60 000 voix de Laurent Gbagbo? Ouattara ou Gbagbo? Selon le M. Laurent Gbagbo, c'est bien M. Ouattara qui, lui, il devait aller au deuxième tour avec Henri Konan Bédié. Ce qui veut dire que l'électorat de M. Ouattara se trouve réellement entre 25 et 32%. Et M. Ouattara le sait. Une élection, il ne peut pas dépasser 40%. Et au deuxième tour, les Ivoiriens vont faire l'unanimité pour voter son concurrent. Voilà la réalité. Voilà pourquoi M. Ouattara ne veut pas aller à un deuxième tour. C'est pourquoi le sondage de M. Tidiane Thiam, c'est un sondage, ce n'est pas une vérité d'évangile. Le sondage, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Mais le sondage peut vous donner certainement, c'est comme une photo. Ça peut nous dire réellement ce que nous pensons à l'heure actuelle, au moment où nous faisons donc le sondage. Au moment où nous faisons le sondage, on peut avoir donc une idée claire de la situation, ou bien une idée, pas une idée claire, bon, une idée, tout dépend de la fiabilité de ce sondage, ou bien de qui fait le sondage. C'est pourquoi le sondage de M. Tidiane, il faut prendre au sérieux. Ce sondage, lui-même, il fait un sondage où il revient deuxième. Si en réalité, il avait fait le sondage et puis c'est lui qui était en tête, on pourrait dire, mais il a fait le sondage. Ce sondage, c'est par une organisation très bien connue qui sont très crédibles. C'est Messina. C'est une organisation, une institution qui s'occupait donc des sondages de Barack Obama. Et après ce sondage, M. Ouattara vient en tête avec 38%, suivi donc de M. Thiam, 25%, et de M. Laurent Gbagbo, je crois, 18%, je ne sais pas, 18% ou 20%, je ne m'en souviens plus. Vous comprenez? Ce sondage, nous-mêmes, dans notre niveau, là, notre petit sondage qu'on a, dans le temps, on avait fait, c'était pratiquement la même somme. Mais nous, notre sondage qu'on avait fait, M. Thiam était en tête avec, je crois, il était en tête avec 39%, suivi de Ouattara et puis de M. Gbagbo. Le sondage aussi comment on appelle ça, de Jean Bonnet, qui a duré pratiquement pendant une semaine. Ça a donné aussi M. Thiam en tête, suivi de M. Ouattara et de M. Laurent Gbagbo. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin, les gentlemen, d'être un scientifique, d'aller à Harvard pour comprendre que ce sondage, même si ce n'est pas une vérité d'évangile, mais n'est pas loin de la réalité. Ce sondage, M. Ouattara est au pouvoir avec tous les pouvoirs de l'État. Comme je l'ai dit, les gentlemen, il détient tous les pouvoirs. Vous parlez donc de 3 pouvoirs, de 4 pouvoirs. Non, M. Ouattara détient donc les 8 pouvoirs. Les 8 pouvoirs, ça va le pouvoir donc, exécutif, c'est lui-même. Le pouvoir législatif, c'est donc Kandia Camara et puis Bitogo, donc c'est eux-mêmes. Le pouvoir judiciaire, avec tout ce que vous voyez là, les juges, tout ça, ils détiennent tout ça. Ils détiennent aussi la communication, puisqu'ils ont même toutes les chaînes et tout ça qui ne font que chanter les louanges du RDA devenir RHP donc en alexandrin. Ensuite, ils détiennent donc la CEI. Ils détiennent donc le Conseil constitutionnel. Il détient, comment on appelle ça, la police, la militaire, les militaires et les forces donc de l'armée, la preuve, il a la possibilité de mettre 40 000 personnes dans la rue. Et ensuite, il détient, les gentlemen, l'argent, les nerfs de la guerre. Il détient donc l'argent du pays. Il fait se servir et fait tout ce qu'il veut. M. Ouattara détient tout. Pourquoi a-t-il peur donc d'aller en compétition avec Laurent Gbagbo? Il dit qu'il a un bilan inattaquable. Mais pourquoi ne pas inclure Laurent Gbagbo? Il a accordé l'amnistie à tout le monde sauf Laurent Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi? Alors que le pauvre Laurent Gbagbo, nous avons critiqué Laurent Gbagbo en son temps pour avoir donc utilisé l'article 48 pour inclure M. Ouattara. Alors que constitutionnellement, M. Ouattara ne pouvait pas participer à une élection en Côte d'Ivoire parce que la Cour constitutionnelle d'alors, qui était la Cour suprême, avait dit que M. Ouattara avait une nationalité douteuse. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu une décision donc, de justice pour nous dire que M. Ouattara, effectivement, n'avait pas une nationalité douteuse. On a fait une rébellion. On a